Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le silence inquiétant du gouvernement camerounais malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays européens. Décision prise à la suite de la détection des cas de coagulation chez certaines personnes vaccinées. Pendant ce temps, au Cameroun, les cas de Covid-19 explosent en milieu scolaire et en milieu hospitalier. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Comment lutter contre le désordre urbain dans la capitale économique du Cameroun, entre les casses des maisons d'habitation et boutiques et l'embellissement de certaines rues? Cela reste insuffisant selon les populations qui déplorent un visage très peu rayonnant de la ville de Douala à quelques mois de la Cannes 2022. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Si rien n'est fait, l'on tend vers une paralysie de la station de l'Institut de recherche agricole située dans la Dibamba. Les employés de cette structure viennent d'observer un mouvement d'humeur. Ils déplorent la détérioration de leurs conditions de travail. Ils comptent aller plus loin et poursuivre ce débrayage si rien n'est fait pour répondre à leurs préoccupations d'ordre social et économique. On fait le point avec Dallas Tana, Vivien Tonfac. La station Irad Ladibamba les salue d'une cour de deuil. Assis à même le sol au-dessus des chaises, ces hommes et femmes, employés de la structure, ont l'air déboussolés. Chez certains, l'émotion est si forte qu'ils éclatent en sanglots. Personne n'est décédé, mais de cette façon, ils expriment leur ras-le-bol, suite à la profonde détérioration de leurs conditions de travail. Nous sommes très mécontents. Déjà, nous avons eu à recevoir les instructions du chef de l'État que notre administration depuis le temps est en train de bafouer. Nous avons usé de patience jusqu'ici. Dès lors, on avait ce qu'on appelle prime de production et prime de responsabilité, qui était pour nous une survie, qu'ils ont décidé volontairement d'enlever dans nos salaires. Nous avons réclamé une prime de risque par rapport à ce travail-là, parce que nous avons eu un collègue ici, Bidjimet Thomas, qui était tombé sur un géniteur à la 98 et il a eu un dérèglement au niveau de son système urinaire où il pisse, il ne sait pas qu'il pisse et il n'a pas été retenu lors des contrats. On l'a licencié, on l'a remercié avec une somme, je crois, une somme minable. L'abandon depuis 12 ans de la prise en charge médicale du personnel, laissant dans la vétusté le bâtiment jadis prévu à cet effet, est l'une des préoccupations suscitant l'ire de ses employés. Surtout que la négligence de ce volet a entraîné la mort de plusieurs de leurs collègues. Aujourd'hui, si tu es malade à l'IRAD, c'est repas de Bamba, tu te prends toi-même en charge. Aujourd'hui, si tu as faim, tu te prends en charge. Nous en avons marre. Elles sont parties en retraite, d'où elles n'ont jamais vraiment reçu de leur pension vieillesse. Je prends le cas de M. Sami Bienvenu, qui s'est rendu en retraite depuis juin dernier. Et il a perdu vraiment sa vie, n'ayant vraiment pas perçu de son dû. Aussi, ils appellent à la réintégration de leur chef de personnel, suspendu selon eux, pour des motifs fallacieux, et à la prise en solde des ensacheurs qui travaillent depuis 4 mois, sans percevoir le monde radis, en contrepartie. À la station Irad Ladibamba, spécialisée à la recherche agricole sur le palmier à huile, les conditions de vie ne sont elles aussi guère reluisantes. Logés dans des cases ressemblant à des poulaillers, les employés doivent faire la queue devant l'unique latrine disponible et où ils se disputent l'espace avec les asticots. Nous n'avons pas les toilettes. Les toilettes sont déjà remplies. Les toumous sont là, derrière nous. Les asticots sont derrière nous. Quand tu veux chier comme ça, là, ça saute. Même les enfants ont déjà les maladies. Et tu fais les besoins, on te voit dehors. Avant, c'était qu'on venait même enlever l'eau là. Maintenant, rien. Choqués par l'indifférence de leur hiérarchie, malgré les multiples correspondances, les employés de la station Irad Ladibamba
se disent déterminés à observer un arrêt de travail jusqu'à la prise en compte de leur doléance. Reportage d'Ekoka Lobé, d'Alaskana et Vivien Tonfac. C'est l'alerte maximale dans les établissements scolaires publics situés dans le département du Honkam, là où plusieurs cas de Covid-19 ont été diagnostiqués parmi des élèves inscrits au lycée classique de Bafang. Face à la résurgence de la pandémie, les populations critiquent le manque de sensibilisation sur les mesures barrières et l'absence des outils nécessaires afin de barrer la voie à la pandémie de Covid-19. Que font les autorités administratives et sanitaires dans le département du Honkam? Élément de réponse avec Andine Gagnou et Sylvestre Zangao. Sans masque de protection, les uns près des autres, ces élèves semblent ne pas se soucier de la présence du coronavirus. Nous sommes à Babone, dans le département du Honkam. Ici comme ailleurs, l'observation des mesures barrières est abandonnée. Résultat des courses, des cas de contamination se multiplient. Le 9 mars 2021, 5 élèves du lycée classique de Bafang ont été testés positifs au coronavirus. La situation d'ores et déjà préoccupante a amené le préfet du département à organiser une réunion pour faire le point. Une situation qui nécessite une prise de conscience, affirme le chef des districts de santé du département. Nous avons 5300 cas testés, 70 cas positifs. Mais ce qui est à noter, effectivement, c'est que pendant environ 9 mois, nous avons eu 42 cas en 2020, mais seulement de mi-janvier à mi-mars, soit 2 mois, nous avons déjà plus de la moitié de tous les cas de 2020. Soit 28 cas. Et le même nombre de décès, ce qui fait que le taux de létalité est au-dessus de celui de 2020. Luc Ndongo, le préfet du Honkam, sensibilise les populations de son unité de commandement sur l'urgence de renouer avec les mesures barrières. Je lance un vibrant appel à ces forces vives. Elles se sont manifestées lors de la première vague. Maintenant, un appel plus vibrant encore leur est lancé pour qu'elles viennent nous aider à arrêter la propagation de cette pandémie dans notre département. Selon le chef des districts de santé, parmi les 70 cas testés positifs au coronavirus entre le 22 janvier et le 9 mars 2021, figurent 9 personnels de santé et l'on dénombre globalement 4 décès dus au coronavirus dans le département du Honkam. Nous avons déjà des classes d'effectifs de 50 élèves. Au regard de cette recrudescence des cas de Covid-19 dans l'arrière-pays, les populations déplorent le manque criard d'eau courante afin de pouvoir respecter les mesures barrières et les règles élémentaires d'hygiène. Elles l'ont fait savoir lors d'une descente du sous-préfet de certaines autorités administratives locales dans le département du Mungo, venus les sensibiliser sur les enjeux du respect des mesures barrières afin d'éviter la contamination au Covid-19. Des précisions dans ce reportage est signé Cyril Diemba et Cédric Ding. La ville de Nkonsamba dans le département du Mungo. Depuis la survenue de la deuxième vague de contamination au coronavirus, on enregistre un relâchement inquiétant dans le respect des mesures barrières. Un constat qui a forcé Daouda Oumarou, sous-préfet de Nkonsamba 1er, à effectuer une descente sur le terrain afin de s'enquérir de la situation. Et pour lui, le constat est sans appel. Faites respecter les mesures gouvernementales. Vous êtes payé par l'État pour appliquer les mesures de gouvernementales. Vous admettez les élèves qui ne portent pas le cache-nez, mais c'est pas sérieux. Vous venez exposer, mettre en danger celui qui s'est protégé. Ici, par exemple, à l'école publique inclusive de Nkonsamba 1er, ce sont des salles de classe remplies d'élèves sans aucune protection qui frappent à première vue le sous-préfet. Si le port du masque a connu une baisse drastique dans la localité, le lavage des mains, lui, relève tout simplement de l'utopie. Et pour cause, les robinets de Nkonsamba sont à sec depuis plusieurs mois. Une situation mal vécue par la directrice de l'école primaire inclusive de Nkonsamba et par les habitants de la localité. Ce que nous avons ici, c'est l'eau. La première difficulté, c'est l'eau. L'eau ne coule pas. Pourtant, il y a les dispositions, il y a les bornes fontaines, mais l'eau ne coule pas au robinet. Et quand il n'y a pas l'eau, nous nous débrouillons n'importe comment avec les eaux. Les eaux que les enfants nous apportent ici, c'est des eaux sales. Et puis, du coup, on ne peut pas être en sécurité par rapport au coronavirus. Je crois plus que les gens respectent les mesures barrières ensemble. La société d'eau
qui est Kamwata, vraiment nous fait beaucoup de la peine. Vous voyez un monsieur comme moi qui vit dans un quartier où on appelle Samuel Ebois. Nous, on est à plus de 2 mois, on n'a pas de l'eau. Une tournée de Daouda Ousmanou qui aura procédé par la même à une distribution de cache-nez. Cependant, cela suffira-t-il à ralentir l'expansion de la pandémie dans la localité? Là est toute la question. Parlons à présent de la suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens après une controverse qui est née à la suite d'une observation particulière de graves troubles de coagulation du sang observé chez certaines personnes vaccinées et des doutes sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca qui a conduit à cette suspension dans plusieurs pays européens. Au Cameroun, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé, mais des questions fusent au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Faut-il suspendre ce vaccin? Est-il dangereux pour la santé de ceux qui se voient administrer le vaccin contre la Covid-19? Le gouvernement britannique soutient qu'il est efficace, mais une agence européenne du médicament doit encore examiner la pertinence, la fiabilité de ce vaccin. On en parle dans ce reportage signé Nadine Yambou. La suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays d'Europe alimente la polémique au moment où le Cameroun s'apprêtait à recevoir des milliers de doses de ce vaccin ce mois de mars 2021. Les effets secondaires de ce vaccin sur des patients ayant été vaccinés ont créé le doute et la psychose dans l'esprit des Camerounais. Face au tollé provoqué par cette suspension, le gouvernement a dû faire rétropédalage avec l'annonce du ministre de la Santé publique. Sur son compte officiel Twitter, Manaouda Malachi affirme, je cite, « Nous n'allons pas utiliser ce vaccin tant qu'il subsiste des doutes sur ses effets. » Fin de citation. Manaouda Malachi renchérit, indiquant avoir saisi le conseil scientifique pour avis. Des informations peu rassurantes au sein de l'opinion nationale qui y voit en cette démarche du gouvernement des faiblesses du système de santé, incapable d'apporter des solutions efficaces à la pandémie actuelle. Et comment en est-on arrivé là? Tout est parti de l'alerte donnée par le Danemark, premier pays européen à avoir suspendu le vaccin après de graves troubles de coagulation chez les patients vaccinés. Le décès en Autriche d'une infirmière de 49 ans, après avoir reçu une injection, a ravivé la controverse. Dans la foulée, plusieurs pays comme la Norvège, l'Irlande et l'Espagne suspendent la formule AstraZeneca à titre préventif. Ils sont rejoints par la France, l'Allemagne et l'Italie. Pour ces dirigeants, il est question d'accorder plus de temps aux experts pour de nouvelles recherches sur ce vaccin avant toute utilisation. Rejetant ces allégations, le gouvernement britannique continue d'administrer ce vaccin à sa population. Il le qualifie de sûr et d'efficace. D'après les services de santé, ce vaccin britannique a fait ses preuves. Il a permis de réduire de près de 80% des risques d'hospitalisation. Et les effets secondaires sont jugés minimes, voire rares. La Belgique et l'Australie ont pour leur part décidé de renouveler leur confiance au vaccin AstraZeneca. Et sur le continent africain, après avoir reçu 1,7 million de doses de vaccin AstraZeneca, la République démocratique du Congo a reporté sa campagne de vaccination qui devrait débuter depuis le 15 mars 2021. Au Cameroun, la mobilité des populations est un épineux problème, notamment dans le département du Mayo-Sanaga, dans la région de l'extrême nord. Les autorités administratives ont pu expérimenter le mauvais état des routes. Les populations ont déploré l'incompétence des entreprises prestataires, chargées pourtant d'aménager les principales voies de circulation dans le Mayo-Sanaga. Autre préoccupation des populations adressée au préfet, c'est l'insécurité grandissante et de nombreux litiges fonciers. Compte rendu avec Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Ces images montrent à suffisance la difficulté à s'émouvoir des populations de l'arrondissement de Mogodé, dans le Mayo-Sanaga,
région de l'extrême nord. Il faut faire preuve de détermination pour affronter les bourbiers le long du trajet. Même les poids lourds font les frais de ce calvaire routier. Les jeunes de la localité sont très souvent contraints de ramasser la caillasse pour venir en aide aux véhicules en détresse. Une réalité vécue par David Dakodibango, nouveau préfet du département du Mao-Tsanaga. Il a été également question du problème très crucial de la route qui, en cette période, est tellement délabrée, se trouve dans un état de délabrement avancé, ce qui ne permet pas toujours, n'est-ce pas, l'écoulement facile des produits de première nécessité, des produits agricoles. À Mogodé, tous les moyens sont bons pour se lancer à la recherche de l'eau potable. À pied, sur une motocyclette ou encore à travers le concours d'une bête de somme, les habitants parcourent des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner du précieux liquide. La tournée du préfet a permis à ce dernier de toucher du doigt les réalités qui entravent le plein épanouissement de ses administrés. Autre arrêt, l'arrondissement de Boura où l'insécurité dicte sa loi. Ici, les prises d'otages et les demandes de rançon sont légion. Les habitants ont perdu le sommeil car régulièrement victimes des affres de la secte Boko Haram. Boura, ville frontalière au Nigeria, est abandonnée à elle-même depuis le décès de son chef. Les populations réclament un nouveau guide qui pourra porter leurs cris de détresse. Depuis que nous avons perdu notre chef de canton, nous vivons dans l'insécurité, des enlèvements des personnes, des tueries. Les membres du comité de vigilance, qui assurent tant bien que mal la sécurité des habitants, font face à un déficit de matériel de travail et d'appui financier. Des doléances portées auprès du nouveau préfet, qui effectuait sa première tournée de prise de contact dans le département du Mao-Tsanaga. Restons dans le Grand Nord, où des fonctionnaires et agents de l'État ne manquent pas de prétextes pour justifier les absences prolongées à leur poste de travail. Le constat a été fait par le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, était à Ngaoundéré, où il a constaté des absences irrégulières et sommé les différents responsables d'administration publique de prendre des sanctions à l'encontre de ces fonctionnaires et agents de l'État absentéistes. Jean-Blaise Noupayé et Jean-Paul Chouniat. Dans la région de la Damawa, comme un peu partout ailleurs dans l'arrière-pays, l'absentéisme des fonctionnaires fait partie des principaux maux qui ruinent l'efficacité des prestations aux usagers depuis de longues années. Ils prennent tous les prétextes pour ne pas venir au travail. C'est parfois le Covid, c'est parfois un dossier qu'on va suivre à Yaoundé ou je ne sais pas où. Et il y en a qui passent le clair de leur temps en dehors de leur poste de travail et c'est l'administration qui en souffre. Devant tous ces motifs tout trouvés, pour tenter de justifier ce refus déguisé de travailler et d'absence répétitive à leur poste de travail, le ministre Joseph Anderson Lé s'en remet aux gouverneurs de région. Les gouverneurs de région sont également fortement interpellés parce qu'ils ont avec eux des outils efficaces pour sanctionner. La deuxième gangrène qui ronge la fonction publique camerounaise depuis de longues années, les lenteurs administratives. Une fois encore, les mauvais exemples viennent même du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Là-bas à Yaoundé, le personnel des services centraux sont passés maîtres dans l'art de bloquer les dossiers des usagers. Le dossier est arrivé au niveau de la fonction publique le 2 août 2019. Alors ce dossier a fait un bon petit parcours jusqu'au 21 août 2019. Et ça s'est arrêté là. Il a été systématiquement bloqué entre la sous-direction des personnels fonctionnaires du secteur éducatif et le service des autres personnels enseignants. Des démarches ont été entreprises par elle-même ainsi que moi-même auprès de ses responsables. Aucune suite n'a été donnée, encore moins d'informations. Et face à toutes ces misères, des fonctionnaires malmenés entre déplacements pour Yaoundé et retour sans solution, le plus souvent coincés dans une exigence de mouiller la barbe. Le ministre de la fonction publique sort le joker de la décentralisation des prestations, tout enveloppé dans une dématérialisation des procédures.
Les services en ligne aujourd'hui, c'est-à-dire les TIC, nous permettent de résoudre 80 voire 90% de nos problèmes à distance. L'obstacle des déplacements physiques et son nid de corruption balayé par la panacée du numérique, l'accès à l'Internet et la stabilité des réseaux de connexion demeurent encore à ce jour le principal défi à relever pour espérer une satisfaction complète de tous les usagers de la fonction publique camerounaise. Dans le reste de l'actualité, la pluie a fait des ravages dans le département du Mbam et Inubu, région du centre. Près de 70 familles sont sans abri à Bafia, Biamo et autres localités. Elles font les frais du retour brusque des premiers orages dans certaines villes du Cameroun. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Des familles désormais sans abri à Bafia, dans le département du Mbam et Inubu. Elles font les frais des pluies qui s'abattent ces derniers jours dans certaines villes du Cameroun. Nous avons là près d'une vingtaine, voire une trentaine de familles qui seront obligées de passer la nuit pratiquement dehors. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir entre-temps. En plus de Bafia, des localités telles que Biamo et Messansan ont été surprises par le retour des pluies. Parmi les victimes, des personnes en situation de handicap, notamment des malvoyants. J'ai été surpris dans la nuit d'aujourd'hui avec une grande pluie qui a débattu ma maison. Moi, je pleure au gouvernement. S'il peut venir en aide, je suis dehors avec tous mes enfants. Je n'ai rien. Désormais sans domicile fixe, les sinistrés du Mbam et Inubu attendent une assistance des pouvoirs publics. Nous sommes dehors avec toute la pluie là, mais nous demandons de l'aide à l'État s'il pourrait nous aider. Plus de 50 maisons qui ont été emportées par le vent. Nous avons le soutien de la part du gouvernement, surtout du ministre de l'administration territoriale, représenté par le préfet du département du Mbam et Inubu et le sous-préfet de l'arrondissement de Bafia. Ce n'est pas la première fois, dit-on, que les populations de Bafia, Biamo, Messansan et autres sont victimes du retour des pluies. Mais cette fois, près de 70 familles, selon des sources, sont dans la rue. Quel visage urbain pour accueillir la CAN 2022 à Douala? Vous l'avez constaté dans les principales artères. Les rues ne présentent pas fière allure. Il y a également un désordre urbain qui dicte sa loi dans les principaux carrefours de Douala. Dans le 5e arrondissement, une opération d'embellissement vient d'être lancée par la municipalité, mais elle se heurte aussi à cet épineux fléau de désordre urbain observé dans les marchés de proximité et dans les principales artères du 5e arrondissement de Douala. Évocation avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. À 9 mois du coup d'envoi de la CAN 2022 que le Cameroun va abriter en janvier prochain, la mairie de Douala 5e est en plein chantier d'embellissement de sa municipalité. Ses équipes sont sur le terrain depuis quelques semaines pour donner de l'éclat aux différentes rues où passeront les équipes de la poule de Douala pour rallier le stade Omnisport à Bépanda et le stade d'entraînement à Bonamoussadi. Il se trouve que d'ici quelques mois, nous allons accueillir des étrangers chez nous. Il faudrait que ces étrangers, la CAN qui est annoncée, que ces étrangers puissent partir avec de très bonnes images pour notre pays. Dans cette immense tâche, la mairie fait face à de nombreuses difficultés, notamment la présence des commerçants le long des emprises sur la voie publique. Si il arrive qu'on doit casser les gens, comme on le dit, il faudrait certainement qu'on trouve un site de recasement. On se trouve à la chaussée, ce n'est pas de notre faute, mais nous sommes obligés de rester là, puisque nous sommes sortis pour chercher notre pain quotidien. Pour certains, c'est l'occasion de poser le problème de la promesse non tenue de la construction d'un marché moderne. On a payé 150 000 pour qu'ils devaient nous construire le marché. Lorsqu'ils sont venus, ils ont construit, ils ont mis les chevrons pour construire le marché. La mairie a dit non, on n'y a pas à construire un marché ici, on détruit tout. Au-delà de toutes ces plaintes, la mairie joue la carte de la sensibilisation pour faire comprendre aux commerçants le bien fondé de cette opération. Le maire Richard Fongwang a pris des résolutions importantes là-dessus. Plusieurs fois, nos concitoyens qui mènent des petits commerces en bordure de rue, on leur a sensibilisés. Et nous sommes allés même avec des différents régisseurs. Il y a eu des séances de travail où nous leur avons demandé de faciliter la tâche
à ces citoyens-là. Et justement, c'est ce qui est en train d'être fait. Les habitudes ayant la peau dure, la mairie de Douala 5e aura fort à faire pour convaincre les récalcitrants à quitter la voie publique à quelques jours de l'échéance tant attendue. Dans le 3e arrondissement de Douala, ce sont plus d'une centaine de familles et propriétaires de boutiques qui risquent d'être victimes de casses et de déguerpissements, précisément au lieu dit PK12. La municipalité leur reproche d'être installée sur les emprises de la route à construire en prélude à la Cannes 2022. Cependant, l'initiative communale suscite déjà des grincements de dents chez les concernés. Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. À peine 2 mois qu'il a installé son conteneur, ce vendeur de gaz se prépare à partir. Ce sont les derniers jours de Rodrigue à cet emplacement. Vous voyez là, le baril, là, on a déjà versé 1 an, tout et tout. On n'a même pas encore fait 2 mois. On demande de quitter. Bon, on attend voir ce que ça va donner. Comme ce commerçant, des centaines de personnes sont sommées de libérer ici au lieu d'y entrer lycée à PK12. Signe indicateur des casses imminentes, des croix de Saint-André apposées ça et là. On ne sait même pas ce qu'on fait en route. Non seulement les temps sont durs, mais on ne fait même rien. On va prendre l'argent où? C'est pour qu'on devienne quoi? Les bandits ou quoi? Ou les prostituées? On va faire comment? Le Cameroun est dur, il y a les maladies dehors. On ne s'en sort pas. Quand on vient encore nous visser comme ça, c'est pour qu'on devienne quoi? La mairie de Douala 3e envisage de faire passer une voie secondaire plus large que celle actuelle, menant vers le lycée de Ndorhem situé en contrebas. Des travaux de normalisation de l'architecture urbaine d'après la municipalité, qui n'a pas souhaité donner d'amples explications, et rentrant dans le cadre de la préparation de la Cannes 2022. Surtout, je vois si partout, si on veut casser, on casse les gens qui sont sous la moyenne tension d'un côté, mais nous qui ne sommes pas sous la moyenne tension, je ne sais pas pourquoi on a tracé nos maisons là. C'est essayer de sensibiliser ou alors essayer de s'arranger de manière à ce que les gens ne s'installent pas sur les emprises. On essaie d'éduquer déjà les gens, c'est déjà très important. Quand ils détruisent, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que ici on est sur l'emprise. Il faut les éduquer, les sensibiliser pour que ces gens ne puissent pas s'installer. À PK11 déjà, des cas similaires ont été opérés afin de rétablir les servitudes et faciliter les interventions des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Apprend-on. Mettons le cap sur la région de l'Ouest, là où les agriculteurs utilisent souvent des feux de brousse afin de mener leur production, de pouvoir entretenir leurs champs, mais c'est une technique qui risque de rendre stériles les terres. C'est du moins l'avis des experts techniques réunis dans la région de l'Ouest à l'occasion d'examiner une autre stratégie pour améliorer la fertilisation des sols et la rentabilité de la production agricole. D'autres détails avec le Clé de Sakem. Les feux de brousse sont en essai une vieille pratique agricole fortement enracinée dans les habitudes de nombreux cultivateurs, notamment dans la région de l'Ouest Cameroun. La pratique est justifiée par la recherche du rendement et le gain de temps dans les plantations. Si cette méthode est de plus en plus utilisée par les agriculteurs, il faut rappeler qu'elle représente une réelle menace pour l'environnement et le maintien de l'écosystème. Le changement climatique, vous savez qu'on ne peut plus prédire exactement quand est-ce qu'on va planter. Alors qu'avant, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, normalement ça va être le 15 mars qui ne plie pas. Il faut semer notre maïs. Parce qu'on sait que la pluie va venir. Aujourd'hui, des fois il pleut en février et on oublie de semer. Ou bien peut-être les prochaines pluies ne viendront qu'en avril. Je pense que pour démystifier la chose, il faut leur prendre des exemples concrets. Les feux de brousse, aujourd'hui quand on a plaqué la bûchette, c'est tout le village qui est brûlé. Alors qu'avant, il y avait toujours un peu de verre. C'est au regard de cette menace sans cesse croissante que la commune de Fouquet, dans le département de la Minois, vient d'engager une croisade contre les pratiques qui tentent à impacter l'équilibre environnemental. Il est question de minimiser l'empreinte carbone et lutter efficacement contre les changements climatiques. Le tout porté par un plan climatique. Nous allons en communiquant creuser davantage la question sur le terrain pour savoir pourquoi, quelles sont les solutions alternatives. Et ça milite, n'est-ce pas,
pour le plan de la réduction, parce qu'on a dit on ne va pas empêcher au gaz à effet de serre de s'élever, mais également on va poser des actions qui contrecarrent. Et c'est à la fin qu'on va aboutir à la neutralité climat. Donc nous allons faire l'effort de davantage sensibiliser les populations pour qu'ils utilisent l'engrais vert plutôt que de brûler les feux de brousse qui leur donnent la petite cendre qui est éphémère mais qui appauvrit sur le sol. Une approche novatrice que la commune de Fouquier entend partager avec plusieurs autres communes du Cameroun dans le cadre de la coopération Sud-Sud. J'ai commencé à travailler sur le plan climat il y a 3 ans. Et donc, au moment où je travaille, le cyclone n'est pas mis en place. Mais maintenant, le souci pour moi de faire que cette action soit au niveau de toutes les communes. Et tu peux empêcher aux gens de cultiver, pas empêcher le développement économique. Les voitures, le carburant, c'est la pollution. Tu ne peux pas dire non, on ne veut plus les véhicules. Mais on va développer à côté de ça des activités qui permettent de réduire cet impact-là. Et à la fin, si les pôles moins plus et plus sont au même niveau, on parle de neutralité. La mise en exécution du dit plan climat s'étendra sur plusieurs années et nécessite une enveloppe globale de 11 milliards 678 millions de francs CFA. Pour ce faire, l'exécutif s'est fait accompagner par plusieurs partenaires, à l'instar du PNDP, le CECOM, le MINDU et d'autres acteurs. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Absentéisme notoire des personnels, des agents de l'État et fonctionnaires. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est allé toucher du doigt la réalité dans la Damawa. Joseph Lay a constaté que des fonctionnaires et agents de l'État utilisent toutes sortes de prétextes pour justifier leur absence prolongée à leur poste de travail. Certains évoquent le Covid, d'autres disent qu'ils ont de nombreux deuils au sein de leur famille. Ils viennent avec des certificats médicaux très peu plausibles selon le ministre de la fonction publique, et il a interpellé les gouverneurs qui, selon lui, ont un outil très important pour mettre fin à cette indiscipline et absentéisme. Il s'agit des conseils de discipline qui doivent se tenir au niveau régional. Cependant, de notre côté, il y a des fonctionnaires qui ont fait part de leurs problèmes, à savoir ils doivent se déplacer à Yaoundé pour suivre leurs dossiers qui traînent dans les tiroirs du ministère de la fonction publique, pour certains depuis 2 à 3 ans, et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Le ministre a indiqué qu'il y a désormais le numérique qui permettrait de faciliter le traitement de leurs dossiers. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Marc-Anthony Akumbo. Il est là, Xavier Belémé, Anan, Poléum et Hilaire Zipan, Hilaire Macaire Zipan. Hilaire Macaire Zipan, une fois de plus, vous ouvrez cette deuxième partie Equinox Soir. Des fonctionnaires absentéistes. Le président dit qu'il a demandé, il a instruit le Premier ministre de convoquer de toute urgence le Conseil supérieur de la fonction publique. Je pense un organisme qui a été créé en 2000, 21 ans après. Certainement. Il va se réunir. Est-ce que... Dans l'urgence. À l'urgence, bien entendu. Celui qui donne le cap, c'est le président de la République, naturellement. Mais dans l'urgence, je me pose 2 questions. La première, c'est que quelle est l'efficacité de cet organisme à l'heure actuelle? À partir du moment où les membres, pour la plupart, n'ont pas de rapport d'actualisation, les plus récentes, vous voulez bien le rappeler, depuis 21 ans. Première question. Et puis la deuxième, c'est que le ministre de la fonction publique dit que le numérique semble être à l'ordre du jour pour résoudre un certain nombre de problèmes. Bon. Si tant est que le numérique règle le problème, je pense qu'il ne devrait plus avoir des problèmes au niveau de la fonction publique, en principe. Mais le problème dans notre pays, c'est que les déclarations ont remplacé les actes. C'est des déclarations. Je ne vois pas trop bien. Vous pensez qu'un fonctionnaire va prendre le risque, avec nos routes actuelles, avec les accidents,
qui jonchent partout de venir de l'extrême nord pour Yaoundé pour un dossier qui n'est pas justifié, ça m'étonnerait. Et vous savez bien que le système actuel est assis sur une corruption rampante. Partout où quelqu'un est installé, chacun crée sa petite bourse et rançonne au fur et à mesure. Et la fonction publique en est un. Vous êtes sans ignorer qu'il y a très peu de temps, on a découvert qu'il y avait plus de 10 000 fonctionnaires fictifs. Oui. Je pense que le ministre de la fonction publique ferait mieux de nous dire exactement combien on a perdu dans cette opération-là. Et enfin et surtout, le mal salaire, du moins les salaires très mal payés au niveau de la fonction publique camerounaise. Ça, il ne faut pas le cacher, on est l'une des fonctions publiques les plus mal payées d'équivalence avec les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour ne pas dire le Mali, ou même les Tchadiens qui sont à côté de nous, qui sont mieux payés. Je pense que tout ça, l'un dans l'autre, fait en sorte que le ministre a beau innover, mais les réponses adaptées sont beaucoup plus des promesses que la réalité dans les actes au quotidien. Xavier Bellemé, cette situation absentéisme, et comme dit le ministre Lé, on dit il y a Covid, il y a le deuil et tout ça. Est-ce que c'est faux? Mais il faut d'abord souligner que la fonction publique camerounaise... On se déplace parce qu'on doit suivre le dossier à Yaoundé. Est-ce que ce ne sont pas des réalités? Ça, c'est des cas même anodins. Anodin? Oui. La fonction publique camerounaise est un mammouth. C'est un gouffre à sous du budget de la République du Cameroun. D'ailleurs, M. Zipan a fait allusion tout à l'heure aux fonctionnaires fictifs. Quand le groupe parlementaire va soulever cette question au niveau de l'Assemblée nationale, rien que le salaire fictif devait même empêcher le Cameroun d'aller au FMI et devait garder plusieurs entreprises d'État. Pourquoi on n'a jamais résolu cette équation? Ça présentait à l'époque à mi-parcours quand on avait engagé la procédure, on était à 8 milliards de salaires fictifs par mois. Vous vous rendez compte mais pourquoi on n'est jamais arrivé à bout de cette mais question? Justement parce que... échec, si j'y pèse 1, 2... Il n'y a pas de volonté. On n'arrive pas à résoudre ce problème. Il y a un manque de volonté politique. Et M. Zipan l'a dit avec d'autres mots, mais le mot qui ici, c'est qu'il manque la volonté politique. Manque de volonté politique? Oui, de volonté politique. Le leadership national, ça traduit un problème grave de gouvernance dans d'autres pays. La fonction publique est même le premier élément qui maintient la République du Cameroun sur le développement. Et la misère. C'est le gouffre à sous. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et quand même le ministre de la fonction publique vient tenir un pareil discours, mais il doit démissionner. Bon, le pauvre, je ne l'avais pas, puisqu'il n'a pas été nommé pour une performance. C'est des récompenses, des rentes. Parce qu'on n'est pas ministre au Cameroun, parce qu'on attend, on vous fixe un objectif, on attend des résultats. On est ministre parce qu'on vous a donné comme une récompense. C'est-à-dire que le lendemain, le jour qu'on nomme le décret, tout le monde danse. Même le Premier ministre danse. C'est le ministre danse. On dit merci au président de la République. On donne le droit. Tout ça là, c'est la fête, c'est la mangeoire. Mais ce n'est pas parce qu'on veut produire. Donc, c'est le régime BIA, c'est un tout dans une catastrophe. C'est un régime il est incompréhensible qu'un acteur politique de l'opposition puisse s'associer à un acte initié par ce système. Vous parlez de qui là? Même si c'est un militant aisien, comme c'est le cas de la pétition. C'est même pas compréhensible. Donc c'est un régime qui est extrêmement dangereux. Il faut de la rupture totale avec l'ordre gouvernant de Yaoundé. Et j'ai envie de vous demander, lorsqu'un militant SDF se comporte dans ici, on a connu à une certaine époque le fameux 8-2. Je ne suis pas le conseil discipline du parti. Ah, ok. C'est des instances dont je ne suis pas. Je suis ici comme je parle au nom de mon parti. Non, comme l'accusation ou un conseil discipline. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de parler là des problèmes de gouvernance graves de notre pays. Notre pays est là engagé. C'est vous qui nous avez amené sur le SDF. Mais bien sûr, je dis que je veux que c'est le 8-2. Le 8 existe toujours. Depuis combien d'années? Non, avec l'évolution du temps, on essaie un peu de gérer. Vous avez trop frappé? Vous pensez que vous avez trop frappé au début? Mais bien sûr. Vous avez décidé de mettre la pédale douce? Non, la pédale douce parce qu'il y avait question aussi. Parce que la sanction n'est pas seulement. Il ne faut pas la voir seulement. Vous avez compris finalement? Il ne faut pas voir la sanction seulement sur le sens disciplinaire. Oui. Il faut aussi la voir sur le sens pédagogique. Okay. La sanction n'est pas toujours
Et toutes ces mauvaises choses. Et toutes ces victimes du 8 on a appris beaucoup en politique. D'abord, comment devenir maire l'exemple de Como. Elle a été victime du 8 il a été victime du 8 il est devenu, il a un parti, il a grandi, il a devenu discipliné. Donc il y a le côté pédagogique. Mais vous empêchez d'appliquer maintenant pour que ces gens-là ne grandissent pas? Non, on n'empêche pas. On n'empêche pas, je crois que je vous ai dit, je ne suis pas le conseil de discipline de mon parti, donc je n'ai pas engagé, je n'ai pas essayé merci. Qui relève de la discipline interne de mon parti. Oui, restons sur les fonctionnaires. Docteur, vous avez suivi le ministre Lé. Est-ce que les raisons qu'il avance ne sont pas... Parce qu'on parle des déplacements pour des deuils, de Covid, et aussi, lorsqu'on doit aller suivre, entre guillemets, son dossier à Yaoundé. Forcément, on doit abandonner pour quelques jours son bureau pour ceux qui sont dans les coins reculés du pays, de l'arrière-pays. C'est le centralisme qui fait toujours ces preuves-là, parce que tout est concentré à Yaoundé. Serge, we have seen an election that just took place and we heard our government acclaiming decentralization, which is just a paper tiger. It's not something that's real, because I've been able to see a lot of infighting concerning that. But concerning this idea of absenteeism from work, it is not something that is new, Serge. It is a system that has been set, which has been working for years. The Bias regime is a regime that actually has set corruption as a standard of operation. And all those who have to work in the system have learned it. And so they are working along with it. So it is very normal to hear that somebody wants to earn money without working for it. So the better prefer to look for a different job. You see like that, somebody might not be in the office while he's having another job doing somewhere. Yes. And is being paid, because that is the way the system has trained them to be. Mais lorsque le président demande justement que le Conseil supérieur de la fonction publique soit convoqué de toute urgence, c'est peut-être parce qu'on veut mettre un terme à ces gens d'ajustement. I am sure he's supposed to be the first person as a minister who was supposed to be called up for that, because we are supposed to actually nominate ministers to come in and give results. But most of them come in not for results. They come in for their pocket. And if that was the case, okay, he is calling for the administrative bench to take its duties operational. It is a nice thing. But are we going to have any results after this outing that is done? No. It is not the first time. It's not going to be why are you also always pessimistic? I'm not pessimistic. I've been in Cameroon for more than 40 years. I've been able to experience a lot of things, except this regime is not the regime that's going to be in place. If the Bias regime keeps on, Cameroon is going to keep on training in this same shit that we are in. Okay. And that is where we are. So we cannot keep pointing fingers, looking at people who are picking insects, while there are individuals sitting up there who are holding, making sure they get the elephants. Let's look at the people who are taking the elephants and deal with them before we come to those who are picking ants. Ok. Yes, so. Paul Ayom, sur ce problème, l'absentéisme des fonctionnaires. Vous faites souvent le tour à Bonandio, vous voyez comment ça se passe? Oui, vous avez été victime? Oui, j'en ai été victime comme beaucoup de Camerounais. Et je dois aussi dire qu'il y a des fonctionnaires qui font vraiment le travail. Voilà, justement. Il y en a vraiment qui font le travail. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la même conscience professionnelle. Et je dois dire que ce problème n'est pas juste un problème du Cameroun. Parce que même en Côte d'Ivoire en 93, quand M. Ouattara, Premier ministre, il y avait ce problème. À la différence qu'au Cameroun, on ne fait rien pour résoudre ce problème. Là-bas, par contre, ils ont résolu ce problème. Le problème d'absentéisme des fonctionnaires camerounais, leur poste de travail, le même avec les écoles clandestines. C'est le même. D'ailleurs, il y a une agence de voyage ici qui a été suspendue, je crois, sanctionnée, quelque chose comme ça.
Là, sur les 2 ou 3 jours qui ont suivi, une autre agence apparaît avec les mêmes biens sociaux, on change juste la peinture, on change de nom, et les autorités n'interpellent pas que vous sortez d'où pour avoir cette nouvelle dénomination, et où est la société qui était censée pour essayer de voir ce qui se passe. Et c'est la même chose, c'est-à-dire on n'a pas la volonté de mettre les choses sur pied comme il faut. Il y a une solution qui est très simple. On met une machine de pointage comme on fait dans les entreprises. Vous venez le matin, vous pointez, vous sortez, vous pointez. On sait que vous êtes entré à telle heure, vous êtes sorti à telle heure, vous étiez au travail. Donc vous à la fin du mois, pointage. absolument. À la fin du mois, on a la fiche de pointage qui recense absolument tout, où on connaît si un fonctionnaire était au travail ou pas. Quand on parle des deuils, les deuils c'est généralement le week-end. Si quelqu'un choisit d'être absent le vendredi, il faut qu'il soit sanctionné. Moi j'ai rencontré un fonctionnaire un jour, lui le même pourquoi il est au travail, il m'a dit que leurs tests disent que s'il travaille je crois 2 ou 3 jours, ils sont payés à la fin du mois. J'ai posé la question que est-ce que c'est vrai, il me dit oui. Et je lui dis est-ce que cela justifie donc l'absence au poste de travail? Il m'a dit qu'il a son matricule, c'est essentiel. C'est ce manque de conscience que le gouvernement doit frapper, faire comprendre aux gens que quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes là pour servir, vous n'êtes pas là pour prendre le matricule et aller dormir dans votre maison. Il y a même d'autres qui ont le matricule qui travaillent ailleurs et ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on prenne les solutions drastiques et moi je dis la première solution c'est de mettre d'abord la machine de pointage pour connaître qui vient quand à l'heure et qui fait quoi à son poste. Voilà, Xavier Bellemé, on revient donc au SDF. Oui, mais résolution. Je pense que non, sur le problème de la fonction publique, il faut le dire très simplement. La fonction publique n'est pas soumise à la culture du résultat. Tout à fait. Oui. C'est pas un objectif que l'on donne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la fonction publique, on ne peut pas permettre au même corps de se contrôler par lui-même. C'est ce qui développe la faiblesse. C'est-à-dire que au niveau du contrôle supérieur de l'État, en principe, ou au niveau de la cellule du contrôle qui se trouve au ministère de la fonction publique, ce sont les fonctionnaires qui contrôlent d'autres fonctionnaires. Dès lors, il y a une faiblesse, et à partir de ce moment, la meilleure façon de pouvoir rendre inerte une fonction publique, c'est de se faire contrôler par ses propres collègues. Aussi simple que ça. Okay. Pas de résultat, faiblesse de contrôle, et on a le résultat qu'on a à l'heure actuelle. Voilà justement, Xavier Bellemé, autre résolution forte. On demande que les rapports de la dernière élection présidentielle et des élections couplées de 2020, législatives et municipales, soient déposés avant la prochaine réunion du NEC. Ça fait trop de pression là, pour une seule personne. Oui, puisque ça a déjà trop duré, nous sommes... Pourquoi ça a trop duré? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça dépendait de qui? Le candidat devait faire son rapport. C'est lui qui doit... On ne doit pas lui demander un rapport comme ça s'est fait samedi? Bon. Pourquoi ça a traîné? Bon, là, je ne saurais répondre à cette question de manière claire, parce qu'il est mieux placé pour expliquer pourquoi, depuis 3 ans, il n'a pas remis le rapport des élections 2018 et il y a 1 an de double scrutin en 2020. Donc, le NEC dont lui a signé un délai de pouvoir produire son rapport au plus tard. Est-ce que l'honorable aussi est responsable aussi pour les élections? Oui, c'était lui qui a géré les élections couplées, le chairman était absent. Mais ça ne fait pas trop de pression là sur Joshua aussi? Maintenant, effectivement, il faut un rapport, il faut indiquer pourquoi il faut que ce rapport indique pourquoi est-ce qu'on avait un résultat de 3%, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que c'était un problème de manque criard de moyens, est-ce que l'appareil politique était plombé, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il faut qu'il dise exactement. Donc, vous savez, au lendemain de ces élections présidentielles 2018, j'ai un camarade, le maire de Lou, qui était impliqué, qui avait dit que son résultat a fait honte au parti, qu'il fallait qu'il démissionne. Donc maintenant, il faut qu'il ait produit le rapport. Nous, à travers ce rapport, nous tous, on va être édifiés exactement de ce qui s'était passé. S'il y a eu des entourloupes, des autres camarades, le rapport doit indiquer, si c'est lui, le rapport doit indiquer, bon, maintenant, il faut qu'il produise quand même un rapport, c'est pour ça que ça vient. Bon, on en parle ici parce que c'est public, les résolutions sont rendues publiques, toute la presse, vous avez une copie entre vos mains, c'est pour ça que je réponds. Donc, il est le seul capable de répondre pourquoi le rapport jusqu'ici n'est pas là, vous avez son comptable, vous pouvez l'appeler, il va s'expliquer. Donc moi, je ne saurais donner une réponse assez satisfaisante par rapport à cette situation. Non, ma question est celle-ci, Xavier Bellemé. Pourquoi avoir attendu le NEC de mars 2021 pour demander aux députés aussi, premier vice-président de l'Assemblée, de produire un rapport depuis 2018? Est-ce que depuis 2018, il n'y a pas eu de NEC?
Non, il y a eu des ça vous mélangez, peut-être que le NEC a attendu. J'imagine, parce que je ne suis pas membre du NEC, j'imagine que peut-être le NEC a trop attendu qu'ils viennent déposer le rapport. Parce que vous rappelez une chose. Être candidat à une élection présidentielle, c'est un privilège. Aujourd'hui, dans mon parti, nous étant un des partis majeurs au Cameroun, il n'y a que 2 militants SDF qui ont eu ce privilège. Le chairman John Fundi et l'honorable Joshua aussi. Et de facto, quand vous êtes candidat, ça fait de vous un leader politique. Même si vous n'occupez pas la fonction dans le parti qu'il occupe, même si vous n'êtes pas député comme il est là actuellement, ça fait de vous un leader parce que vous avez porté la vision du parti pour la vendre au niveau de l'électorat national. Alors, en ce moment-là, on ne devait pas lui faire la pression. Donc, peut-être le comité exécutif national a voulu lui laisser le temps nécessaire de mieux écrire son rapport. Et maintenant, comme on voit que c'est un peu tard et qu'il y a des échéances qui s'annoncent, notamment le prochain congrès et autres, on lui demande donc de produire le plus tôt possible son rapport. On va lui donner un délai de 1 mois. 1 mois. Voilà. Parce que le prochain NEC va se tenir certainement à la fin du mois de mars, début avril. Voilà. Donc, voilà, c'est dans ce cas-là. Bon, maintenant, est-ce que ça cache une antilope? Je ne sais pas. Mais pour revenir sur les salaires, sur la fonction publique, il y a eu la fonction publique, les 20 ans d'ajustement structurel ont coûté aux caisses de l'État plus de 1900 milliards siphonnés, qui pouvaient empêcher la République du Cameroun d'aller appliquer l'histoire du FMI d'ajustement structurel, qui a permis plusieurs entreprises publiques. Donc voilà où il y a donc les conséquences. Merci, on était déjà sorti de ce... Je voulais terminer par là parce que ça m'avait un peu échappé. Oui. Docteur, vous dites que, voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes always pessimistique. Hein? Pourquoi vous dites que cette question ne peut pas être inscrite à l'ordre du jour? Vous dites que c'est impossible. Oui, j'ai une raison pourquoi. Je vais être direct en disant ça. In Cameroon, like every one of us know, if we have to solve this problem, we have to table it. It means the debate has to go back in 1961. And if the debate has to go back to 1961, they need to start talking about the Fumban agreement. Yes. And in that agreement, there's a lot that was not met up. And let's go back a bit. After the plebiscite, what the UN came up with as resolution 1608, that resolution has 5 different paragraphs, and in the 5th paragraph, because I want to say the first 4 paragraphs were respected, but the 5th paragraph was never respected. What does the 5th paragraph say? The 5th paragraph says that these 2 parties need to go, agree, and then do a declaration. Which are the 2 parties? The Southern Cameroons and La République du Cameroun then. They were supposed to come sit down, then come to an agreement. That agreement is what kind of government do they want? But already they had made mention that it's going to be a federation. And when they come up with a federation, they need to draw a constitution. That constitution now becomes the declaration which they're supposed to go table at the UN or do a treaty of union. But if they don't do the treaty of union, then that constitution was supposed to act like a treaty of union. That particular article, paragraph 5, was never respected. What happened? When they left the UN, they came back. Mr. Ijo went to Yaoundé with his parliamentarians, took the constitution of La République du Cameroun and actually modified it and did some modifications, brought it back to Fumban. In Fumban, it was supposed to be a constitutional council where they sit down to where they will sit down to discuss and frame a constitution. But when it came, the people said, okay, this is what is there. He told them, this is the constitution that I've presented to you, but take note, it took day 1, 2, 3 till the last day. It was on the last day that constitutional matters of 2 people coming together was discussed. And on that last day, it took 90 minutes to deal with a situation that is going to cost the destiny of people. 90 minutes. 90 minutes. And when they did that,
At the end of the day, they agreed to come together. And even the terms that were agreed in that particular meeting had never been respected. Mr. Ahijo made sure that that particular constitution does not go to the United Nations. Because if he reaches the United Nations, his idea, because from what we are seeing, means that he had already had plans that with time he is going to scrap down the federation. Okay. Federation is the only means that could permit these two people to succeed. And that is the only thing that I will be sincere to tell you, that if this crisis needs to stop, they need to bring on the table. Ok. Il y avait deux points avec ta permission. Yes. Le premier point pour de Fouman, c'était la forme de l'État fédéral. Deuxième point, c'était la présidente tournante. Yes. Après le francophone, un anglophone. Yes. Après le président Biya, ça devait être un anglophone. Et rotatory presidential. Quand un est président, l'autre le forme. Ça devait ou ça doit. Non, depuis le président Ahijo. Yes. Oui, c'est-à-dire qu'après le président Ahijo, en principe, ça devait être un anglophone qui devait être président. To round up, in relation to that, yes, in relation to that, it happened that Mr. Ahijo never respected that, and he came down and scrapped the Federal Republic in 1972. Then worst of it, Mr. Biya came in 1984, and just completely 1984. In 1984, he actually removed the United that was found in the Cameroon, making it back to the former La Republic that existed. That already has the people. So that's what they call assimilation. And and in relation to that, the people have the right to stand up and say this is bad. And so if they have come up with a problem, let them solve it. Ok, merci. Non, d'abord, Paul Eyoum, cette situation dans le Social Democratic Front, est-ce que vous voyez une espèce de happy end entre les deux honorables, Joshua aussi et Jean-Michel Nithieu? Cette situation peut être résolue en interne avant le prochain EC. Les deux personnalités dont on parle sont deux grandes personnes. Ce sont deux députés. Deux piliers du SDF. Deux piliers du SDF. Deux piliers même la politique au Cameroun au sein de l'opposition. Même s'ils ont deux parcours différents. Simplement parce que l'honorable Nithieu incarne l'homme politique que j'aimerais être. C'est-à-dire ceux-là qui ont fait toute leur classe en politique de la base jusqu'à arriver à ce niveau. Par contre, l'honorable aussi incarne ceux qui sont arrivés, excusez-moi entre guillemets, par la toiture. Et c'est justement l'une des choses. Non, le système de parachutage. Vous savez que monsieur aussi est chaud dans le sud-ouest. Ce sont les avis bénévoles. L'honorable Nithieu, l'autre, ne savait pas à son âme, les Limbilobe, qui amène monsieur aussi à vous ça. Non, vous dites, permettez. Vous dites qu'il a fait quand même ses classes dans le sud-ouest. Je dis qu'il a fait ses classes, il a échoué dans le sud-ouest. Non. Je vois, monsieur, non, il a quand même fait ses classes dans le sud-ouest. Il a été parachuté à Vouissant. Madame Kambiwa est vivante, les militants du SDF non, ce n'est pas. Laissez-moi continuer, il était parachuté. Non, maintenant, donc, le problème qu'il y a... Non, monsieur, j'ai pas dit qu'il a été militant. Non, voilà, il faut le préciser comme ça. Je dis qu'il a été militant, mais je dis qu'il a été parachuté. Il faut préciser où? À Vouissant. Non, c'est la précision que je voulais dire. Non, j'ai dit qu'il était parachuté. Vous l'avez pas dit, je m'excuse. J'ai précisé, il était parachuté à Vouissant. Il n'y a jamais eu de primaire au sein du SDF comme ils ont l'habitude. Non, c'est pas le plus important. Maintenant, donc, je veux dire qu'ils ont des carrières opposées dans ce sens. Et le problème qu'il y a, le problème qu'on a au Cameroun, je l'avais dit à une élite du RDP un jour, c'est ce parachutage des hommes. Parce que les hommes qui sont parachutés n'ont pas la conscience de savoir qu'il y a un peuple qui est derrière eux. Donc, quand il faut prendre les décisions, ils font comme on l'a vu sur la pétition, ils ne pensent pas au peuple, ils ne consultent pas, ils choisissent soit pour leurs intérêts uniquement, alors que ceux qui ont été portés par la base savent ce que c'est que le peuple et retournent toujours vers le peuple, demander qu'est-ce que nous devons décider pour le bien commun. Et c'est justement là où j'interpelle ces deux personnalités et je leur dis que ce spectacle, les mots qui ont été balancés ici et là, sincèrement, nous n'avons pas besoin actuellement, surtout au sein de l'opposition, qu'ils essayent de se réconcilier, de trouver des conciliations pour que ça avance. Hilaire Zipan, vous avez dit que le landerneau politique au Cameroun a besoin du Social Democratic Front. Tout comme vous, est-ce que vous pouvez dire que le SDF a toujours besoin, et de Joshua aussi, et de Jean-Michel Nithieu? Je ne me base pas sur les individus, mais je voudrais faire deux petites de rectification.
La première, le parachutage existe dans tous les partis politiques. Ça, c'est clair. Et dans tous les pays. Voilà, donc le parachutage existe. Bon, ça existe dans tous les partis. Donc, maintenant que les parachutages existent, maintenant, c'est l'efficacité des parachutages qui doivent être importants. Si les gens ont bonne souvenance, en 1996, je peux visiter le SDF, il y a eu plein de militants qu'on a parachutés. Honorable Pouemou, même qui a gagné dans le Hongkong, n'était pas dans le Hongkong. Il était dans RDPC, il a échoué là-bas. Donc on connaît, donc le débat est clos. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que je pense que tout à l'heure, il y a beaucoup de subtilités dans la résolution du SDF habituellement, mais il faut bien lire, pas lire en premier degré. Au deuxième degré, si on met la pression sur l'honorable aussi, je pense que là, il y a en même temps la pirouette. Le directeur de campagne de aussi, il est encore vivant? Non, du tout. Bon, c'est le directeur de campagne qui fait le bilan. Bon, donc ça peut dire qu'il a déjà la porte de sortie. Je vous aide seulement pour dire qu'il a déjà la porte de sortie. La deuxième chose qui est tout à fait évidente, et Bélémé l'a si bien dit, je pense que le SDF veut se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. C'est pour ça qu'il veut solder et les élections présidentielles et les élections législatives pour être en ordre de bataille pour la prochaine échéance. Et je pense que pour ma part, et là c'est le mot à l'opposition, il est temps qu'à l'opposition que l'on se résiste froidement. D'abord les partis représentés à l'Assemblée, les partis ayant des conseillers régionaux, les partis ayant des conseillers municipaux, pour qu'ensemble, nous essayons de voir dans quelle efficacité on peut dégager un candidat de rupture par rapport, au régime du BIA, avec tout ce qu'il a soulevé, et au système qui est en place. Parce que le système qui est en place, c'est lui qui fait par le côté pernicieux l'entretien de la modification des résolutions de Fumban. Ça, c'est le système. Maintenant, il y a un régime qui l'entretient par la fourberie, comme a dit l'autre. Donc, je pense que si l'opposition doit pouvoir gagner, regrouper les partis en des députés, des conseillers régionaux et des ponts, pour que nous puissions avoir un candidat efficace qui doit être un candidat de rupture par rapport au régime et de rupture par rapport au système. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on va avoir les reproductions. Ouais, tous ces candidats sont des individus, malheureusement. Voilà. Oui, merci. Voilà. Mais le candidat s'appuie sur un programme. Voilà, merci. Défini au préalable par les appareils. C'est pas un individu. Voilà, merci. Merci de le dire. Alors, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinosoir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro Equinosoir. Bonsoir, Missadje.